Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit où nous allons évoquer la figure importante de Vladimir Poutine, entrer dans sa vie, dans sa biographie avec notre invité Jean-Robert Raviot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflit. Vous êtes professeur à l'université Paris-Nanterre, vous dirigez le master en études russes et post-soviétiques. Vous avez vécu en Russie pendant plusieurs années, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la Russie, notamment le logiciel impérial russe qui est paru chez L'Artilleur en 2024. Vous avez comme à chaque fois les références sur le site internet de Conflit. Et puis vous publiez chez Frémaux et Associés une biographie de Vladimir Poutine, Vladimir Poutine et la Russie, biographie politique d'un monarque au XXIe siècle. Alors c'est important parce qu'évidemment on parle beaucoup de Vladimir Poutine, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, et beaucoup de commentaires, de commentateurs sont souvent un peu superficiels parce qu'on prête beaucoup de choses à Vladimir Poutine sans vraiment prendre le temps de l'étudier. Et c'est ce que vous avez fait dans cette biographie, notamment étudier sa formation, son parcours. Ma première question était sur les origines, enfin d'où vient Vladimir Poutine. Ça fait 25 ans maintenant qu'il est à la tête de la Russie. On a l'impression qu'il a surgi un peu de nulle part dans les années 1999-2000, puis il se retrouve Premier ministre. Quelle était sa formation? On sait qu'il est passé par le KGB, mais comment on se retrouve d'un agent, d'un membre du KGB à Premier ministre de la Russie? Alors effectivement, c'est la période la plus décisive de son entrée en politique. Vladimir Poutine est un Pétersbourgeois. C'est quelqu'un qui est né à Leningrad, très précisément, en 1952, qui est entré au KGB à la sortie de la fac de droit, en 1975. Il a fait une carrière dont je pourrais peut-être un peu brièvement retracer les étapes ensuite, dont une partie est tout à fait connue et bien identifiée, une partie beaucoup moins. Et puis, il a fait un séjour, enfin une mission en Allemagne de l'Est, à Dresde, entre 85 et 89. Et il a vécu donc en direct la chute du mur de Berlin en Allemagne de l'Est. Il a assisté aux manifestations qui ont donc jalonné les derniers mois de l'existence de la RDA. Il a assisté à la réunification. Il a participé à l'évacuation du patrimoine et des éléments du système soviétique qui étaient encore présents sur le territoire de l'Allemagne de l'Est. Concrètement, ça s'est traduit par, il le raconte dans son autobiographie, par le fait d'avoir passé à la broyeuse une partie des archives du KGB, enfin de l'antenne du KGB à Dresde où il était affecté. Donc c'est quelqu'un qui a été profondément traumatisé par la chute de l'URSS dans sa vie même, par ce recul géopolitique de l'Union soviétique, et qui se retrouve en 1990 dans sa ville natale, à Leningrad. Donc il a à l'époque, il a quand même 38 ans déjà, donc il n'est pas tout jeune, enfin c'est pas un jeune homme, et il va amorcer un tournant, comme l'URSS, il va changer de peau, si on peut dire, et il va quitter le KGB pour entrer au service de son ancien directeur d'études à l'université de Leningrad, qui s'appelle Anatoly Sobchak, qui est professeur de droit et qui entre-temps est devenu maire de Saint-Pétersbourg. Et il va devenir donc, lui l'ancien du KGB, qui a terminé au grade de colonel, il va devenir le bras droit, le numéro 2 du maire démocrate de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire une personnalité politique, alors j'irai pas jusqu'à dire anticommuniste, mais à la fin de l'URSS et au début de la période post-soviétique, c'est quelqu'un qui se positionne clairement contre le Parti communiste de l'Union soviétique, pour le passage à une économie de marché, pour la démocratie de type européen et occidental. C'est vraiment quelqu'un qui a une étiquette de démocrate, proche de Boris Yeltsin. C'est quelqu'un qui incarne la rupture politique avec le passé soviétique. Et Vladimir Poutine devient le bras droit de cet homme. Il va rester donc pendant 6 ans à la mairie de Saint-Pétersbourg en tant que numéro 2. Alors numéro 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire chargé des relations économiques extérieures de la ville. Donc ça va devenir quelqu'un, enfin il parle allemand couramment, il a étudié l'allemand pendant sa formation, mais surtout il a vécu plus de 4 ans en Allemagne, donc il parle très bien la langue, et il a des contacts, mais surtout il est tout à fait présentable à l'extérieur, donc il devient le monsieur
relations économiques extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est 5 millions d'habitants, c'est la deuxième ville de Russie, c'est un grand port. C'est un débouché d'exportation du gaz et du pétrole, c'est un hub logistique et c'est aussi une ville intellectuelle, commerciale, industrielle. Et c'est, comme disait Pierre Legrand qui l'a fondée, la fenêtre sur l'Europe. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui, pendant ses 6 années à la mairie de Saint-Pétersbourg, va non seulement acquérir une expérience politique qu'il n'avait pas du tout, c'est pas quelqu'un qui n'était pas du tout dans les milieux politiques, et il avait aussi, comme tous les officiers du KGB, je pense à un certain mépris pour les apparatchiks, pour les politiques, pour les hauts fonctionnaires, enfin pour ce que vous appelez les apparatchiks, c'est-à-dire des gens qui avaient des fonctions politiques. Il va entrer dans ce monde tout en conservant un rôle de conseiller du prince. Et je dirais que c'est vraiment un excellent second, mais ce n'est pas quelqu'un qui occupe les premiers plans. Personne, il est sur toutes les photos avec Sobchak ou sur beaucoup de photos, et personne ne le remarque. Bon, on va le remarquer uniquement après, quand il devient Premier ministre. Enfin, d'abord, avant de devenir Premier ministre, ça va être chef du FSB, je vais y revenir. En gros, quand il passe à Moscou, quand il passe de Saint-Pétersbourg à Moscou, ça se passe en 1996, c'est quelqu'un qui entre peu à peu dans la lumière, et lorsque les projecteurs vont se braquer sur lui en 1999, quand il devient Premier ministre, et surtout quand il devient président par intérim, puis président élu en 2000, tout le monde va chercher si j'ose dire, des preuves de l'existence de Poutine. Est-il bien réel? Bon, on en parle. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'était quelqu'un qui était dans l'entourage de Sobchak, qui n'avait aucune visibilité, mais qui était absolument partout. Et absolument, je dirais, un maillon essentiel du pouvoir de Sobchak. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que Vladimir Poutine arrive à Moscou et finalement entre dans les allées du pouvoir au Kremlin? Il se passe une catastrophe qui était totalement imprévue. Alors après la catastrophe de la chute du mur de Berlin, si j'ose dire, qui va précipiter Poutine hors de l'Allemagne, faire revenir en Union soviétique, abandonner sa carrière au KGB, il se passe une catastrophe somme toute mineure par rapport à la chute de l'URSS et au changement géopolitique, mais tout de même une catastrophe quand même dans sa vie, puisque Anatoly Sobchak n'est pas réélu maire de Saint-Pétersbourg. Il y a des élections en juin 1996 et patatras, il perd les élections. Et donc tous ceux qui l'entouraient, Vladimir Poutine et d'autres, je vais y venir, perdent leur poste. Et Sobchak téléphone à Yeltsin en lui disant « il faut absolument, enfin j'ai des gens de très grande valeur, etc. » Et il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est la cooptation au sein de l'administration présidentielle et des élites fédérales d'un certain nombre de membres de ce qu'on pourrait appeler le cabinet de Sobchak. Et dans ces hommes, qu'on va appeler ensuite le clan pétersbourgeois, on trouve Poutine, mais on trouve aussi Medvedev, on trouve aussi Alexei Miller, qui est patron de Gazprom, on trouve Sietchi, on trouve beaucoup de monde, en fait, beaucoup de gens qui vont devenir ensuite l'entourage de Poutine au Kremlin. Donc, en fait, c'est complètement par hasard que Poutine arrive d'abord dans l'administration présidentielle, ensuite il est nommé en 1998 directeur du FSB, donc il va être à la tête de l'administration dans laquelle il a été formé, le KGB, qui a changé de nom, qui est devenu le FSB en 1992, et puis il va passer de la tête du FSB au poste de Premier ministre en juillet 1999, dans des circonstances peut-être que je peux rappeler très brièvement. Oui, parce que cette époque-là est un moment très très dur dans l'histoire de la Russie. Alors c'est une époque charnière, je pense que l'année 1999 c'est l'année la plus importante dans l'histoire de la Russie, l'histoire politique de la Russie post-soviétique, parce que c'est là où tout bascule, où tout change, et c'est ce qui va précipiter l'arrivée de Poutine au pouvoir. Et d'abord sa désignation comme successeur d'Yeltsin. Alors, pour être très simple, beaucoup de gens l'ont raconté de manière beaucoup plus détaillée. Il y a d'ailleurs un film de Tania Rachmanova qui est très bien, qui a été diffusé plusieurs fois sur la télé française, sur Arte, qui raconte ce qu'on sait de la transition entre Yeltsin et Poutine. Il se passe que, d'abord, il y a une crise économique et financière en 1998 qui va fortement ébranler le Kremlin et le gouvernement, qui va se traduire par une crise gouvernementale, et pour la première fois de son mandat, de sa présidence, Yeltsin ne va pas pouvoir imposer le nom du Premier ministre et va devoir accepter la nomination de son ancien ministre des Affaires étrangères, Yevgeny Primakov, comme Premier ministre. Et Primakov va assez rapidement entrer dans une logique, alors je dirais pas de confrontation, mais
de résistance au Kremlin, c'est-à-dire il devient Premier ministre, et ce n'est pas un Premier ministre qui va appliquer le programme ou ce que le Kremlin dit, mais un Premier ministre qui a des idées et qui veut imposer un certain nombre de choses et poser un certain nombre de limites à l'action présidentielle et à l'action de ce qu'on appelle à l'époque la famille, c'est-à-dire l'entourage de Boris Yeltsin. Et donc s'ensuit une crise politique qui se déroule dans une séquence qui va entre février et mai 99, assez rocambolesque. J'en raconte quelques épisodes, notamment le fameux épisode de la vidéo du procureur général. Donc compromat, le compromat soviétique. Modèle du genre, qui d'ailleurs va être pris par la fiction, par pas mal de films russes après, tellement c'est tellement un beau compromat. Donc qu'est-ce que c'est que ce compromat? C'est le procureur général de Russie, Skouratov, qui s'apprêtait, avec le soutien de Primakov, alors ça on le sait maintenant, mais on ne le savait pas à l'époque, à tout simplement dévoiler et lancer des poursuites contre des membres proches du Kremlin à l'époque, de Boris Yeltsin, notamment son gendre, enfin son futur gendre. Et le procureur Skouratov donc, lance une accusation à la télévision en direct en disant voilà, il y a X personnes dans l'entourage du Kremlin qui sont corrompues. La preuve m'en a été apportée par le procureur général de la Suisse, Carla Del Ponte, qui est venue en personne à Moscou apporter la petite liste. Voilà. Et puis Skouratov brandit à la télévision en direct à 21h la petite liste en disant voilà, j'ai les noms, mais il ne lit pas la liste. 3 semaines après, le compromat arrive, c'est une vidéo qui diffuse une image d'un homme d'une cinquantaine d'années, pas très sexy, dans un sauna avec 2 prostituées. Et on dit, voilà, cet homme, c'est Skouratov, qui est en train de s'amuser avec des prostituées, et c'est un scandale, c'est quand même le procureur général de la Russie. Et donc on demande, et donc Yeltsin décide de sa révocation. Pendant 3 semaines, tout le monde va être dans une sorte de suspense, parce que pendant ces 3 semaines, le Conseil de la Fédération doit se prononcer sur cette révocation. Et suspense, finalement il va être révoqué. Donc cette cassette vidéo, il faut se mettre, on est en 99, on est très Internet commence à peine en Russie, on est très loin de l'intelligence artificielle, donc c'est évident que cette cassette, il faut s'interroger sur les conditions de production de cette cassette. Alors soit il s'agit d'un véritable enregistrement. Donc voilà, Monsieur Skouratov s'amusant dans un sauna avec des jeunes femmes un peu dénudées, enfin même très dénudées. Et on peut se demander comment se fait-il que le procureur général de la Russie puisse se faire prendre comme ça aussi facilement. Donc il y a des enregistrements, qui avait les cassettes et qui est susceptible d'aller récupérer des cassettes dans un établissement, admettons que ce soit un établissement privé. Bon, il y a donc, ça jette quand même une suspicion sur les gens du FSB qui sont quand même chargés de la sécurité proche des hautes personnalités. Deuxième hypothèse, cette cassette a été fabriquée. Et à l'époque, plusieurs personnes peuvent fabriquer des cassettes, mais il faut quand même une certaine technologie. Puis surtout, il faut pouvoir la passer. Bref. Donc, dès le début, en fait, les Russes regardent ça avec beaucoup d'amusement, parce que en Russie, ça choque vraiment personne. Il n'y a pas de pudibonderie de ce type, donc tout le monde rigole. Et tout le monde se dit, bon, évidemment que c'est un compromat, c'est évident que c'est faux, c'est tellement gros, mais ça passe quand même. Mais ça va susciter une réaction politique inattendue, assez forte. Il va être de dire, à partir de ce moment-là, si le Kremlin est capable de faire ça, il faut qu'on réagisse. Et il va y avoir une réaction politique qui va se cristalliser autour de Primakov et de Louchkov, le maire de Moscou, qui vont allier leurs forces et réunir, je dirais, la majorité des gouverneurs de la Russie et des maires des grandes villes pour essayer de gagner les élections et de faire dégager le clan Yeltsin du pouvoir. Et ça se passe pendant le printemps, la fin du printemps et le début de l'été 99. Juillet 90 et en août 99, Vladimir Poutine est nommé Premier ministre. Bon, on peut supposer que Vladimir Poutine a été nommé là parce qu'il a été considéré comme l'homme qui avait sauvé la situation, probablement à la faveur de cette affaire de compromat qu'il avait couvert ou qu'il avait fabriqué ou qu'il avait diligenté, ou en tout cas dont il avait été parfaitement informé, ça c'est évident, et que la famille Yeltsin a pu considérer qu'il avait sauvé, en quelque sorte,
ce qui pouvait être sauvé, et que maintenant que la vie politique était très turbulente et que le clan Yeltsin risquait de se faire complètement laminer aux futures élections législatives et donc de perdre les élections présidentielles derrière, pourquoi pas jouer cette carte? Et donc c'est dans cette hypothèse, dans ce pari, que le clan Yeltsin va investir Poutine au poste de Premier ministre. Et je pense qu'à l'époque, Berezovsky l'a dit, et plusieurs personnes témoins l'ont dit de l'époque, ils ont dit, bon, c'était une carte, on l'a jouée, et on ne savait pas ce que ça allait faire. Voilà, et la carte... Et 25 ans plus tard, elle est toujours là, la carte. La carte est toujours là, et la carte... Le personnage qui est écrit sur la carte est nettement sorti de la carte, voilà, et a joué sa propre carte, si j'ose ce jeu de mots un peu mauvais. Alors, on va voir le mandat de Vladimir Poutine. Je voulais revenir sur la pensée de Poutine, donc vous avez bien spécifié qu'il vient de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. C'est probablement une des villes les plus européennes de Russie, et on sait bien qu'en Russie, qui est un empire immense à cheval sur l'Asie et l'Europe, il y a toujours ce balancement entre Europe et Asie. Et là, on a un homme qui a une pensée européenne, qui aime plus tourner vers l'Europe. Comment il perçoit, si on arrive à savoir comment il voit les choses, mais ce rapport à l'Europe et ce rapport à l'Asie? Alors ça, c'est de dire qu'il a une pensée européenne ou même pensée politique très profonde, ça, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui est d'abord une culture, une formation... une représentation du monde qui a été forgée dans sa ville de Leningrad. Alors, vous l'avez dit très justement, Leningrad, c'est vraiment, enfin, Leningrad, Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire de Russie de 1703 à 1917. C'est une ville très particulière en Russie, puisque c'est la seule ville véritablement européenne dès sa construction. Elle a été conçue pour être la ville européenne qui va, construite par Pierre le Grand, qui va être à rebours de tout ce qui était incarné par Moscou et la ville russe. En fait, au départ, Saint-Pétersbourg, c'est un anti-Moscou. Voilà. C'est une ville en pierre, entièrement en pierre, construite sur des canaux. Des dizaines de milliers de personnes ont donné leur vie pour construire cette ville. S'il a fallu assécher des marécages, construire des canaux, enfin, c'était des chantiers absolument énormes. Parce que ça se passe tout de même, il faut le rappeler, à la fin du XVIIe siècle. Donc le modèle, c'était Amsterdam. Et cette ville est conçue entièrement en pierre, alors que les villes russes, traditionnellement, étaient abritées par des murailles de pierre, des kremlins de pierre, mais à l'intérieur, c'était des constructions en bois. Et d'ailleurs, on voit que Moscou est brûlé aussi parce qu'elle était largement encore en bois en 1812. Bon. Mais Saint-Pétersbourg, c'est l'anti-Moscou. Donc, elle se veut être une capitale européenne, civilisée, c'est un mot très important. Alors, civilisée au sens européanisé, avec des mœurs plus occidentales, et puis des institutions immédiatement culturelles qui vont être créées tout de suite à Saint-Pétersbourg au XVIIIe siècle, l'Académie des Beaux-Arts, des musées, etc., enfin des musées, des palais, des institutions culturelles, littéraires, artistiques, salles de concert, théâtre, etc. Alors je ne dis pas que Moscou en est dépourvu, mais disons que la volonté de Saint-Pétersbourg dès le départ, c'était d'être une vitrine de la Russie nouvelle, européenne, la Russie qui est celle qui gagne, qui a mis tant de temps à réussir à se connecter à l'Europe. Parce qu'il faut voir que jusqu'à 1815, enfin jusqu'à la fin du 18e, mais même début 19e, il y avait toujours entre la Russie et l'Europe ce pays-là qui gênait, qui était la Pologne-Lituanie. Voilà, et puis la Pologne. Ça a toujours été un espèce d'obstacle. Voilà. La Pologne, elle était là, et puis voilà, les Polonais, ils étaient entre la Russie et l'Europe. Là, cette fois-ci, une fois que la Pologne est partagée, c'est bon, pof, Alexandre Ier est au congrès de Vienne, la Russie est une puissance européenne. Donc, les habitants de Saint-Pétersbourg continuent d'en concevoir, je dirais, une espèce d'identité européenne. Un petit côté un peu snob, je dirais. J'ai vécu à Saint-Pétersbourg, j'adore cette ville, je suis un amoureux de cette ville inconditionnel. Je suis aussi un amoureux de Moscou. Donc, et vraiment deux villes très différentes. Et des villes sibériennes aussi. Des villes très différentes qui n'ont pas grand-chose à voir, à vrai dire. Mais il y a un petit côté snob chez les Pétersbourgeois qui est de dire
Bon, Moscou, c'est là qu'il y a l'argent, le pouvoir, la dynamique, la mode, le côté ville avec un cœur qui bat vraiment très fort. Enfin, on a une espèce de forte dynamique. Moscou, c'est une ville extrêmement qui laisse une impression sur les gens qui la visitent. Saint-Pétersbourg, c'est plus tranquille, plus calme, mais nous sommes plus civilisés, nous sommes les héritiers d'une longue culture européenne et on a un petit peu capté un morceau d'Europe chez nous aussi. Et la Russie est devenue plus européenne grâce à Saint-Pétersbourg. Tout ça pour dire que Saint-Pétersbourg, c'est aussi Leningrad. Et Leningrad, c'est la ville du blocus, c'est la ville de la résistance au nazisme, qui a vécu pendant presque 3 ans sous un blocus total. Donc c'était terrible, ce siège a été vraiment... Un siège terrible qui a fait des dizaines, et même des centaines de milliers de morts. Quand on se promène dans les cimetières de Leningrad, on le voit encore, la marque de ces cimetières. Donc Vladimir Poutine est quelqu'un qui l'a vécu dans sa chair, puisque ses parents, quand il est né en 52, ses parents avaient 41 ans. Il était très âgé, en fait, pour l'époque. Aujourd'hui, on a des enfants à 41 ans, ça se fait. Mais à l'époque, c'était absolument exceptionnel. Mais il est arrivé comme le 3e fils d'une famille qui avait perdu ses 2 premiers fils. Donc, enfant et jeune adolescent dans les années du blocus. C'était pas exceptionnel. Beaucoup de gens sont morts. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Mais c'est une ville de la résilience, de la résistance et de la résilience, qui se redresse, qui se relève, mais une ville martyre qui est profondément marquée par cette identité de ville martyre de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on entend Poutine beaucoup insister, même très lourdement, ça nous semble à nous, en Occident, presque, comment dire, exagéré, enfin non pas exagéré, mais une amplification extrême. On a l'impression que c'est de la grosse propagande. Quand il parle de dénazification de l'Ukraine et quand lourdement on insiste sans arrêt sur les bandéristes, les fascistes, la nazification, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que Poutine est de cette génération, de cette ville, pour lesquelles ça a un sens extrêmement profond et extrêmement fort. Ce qui est né 7 ans après la fin de la guerre. Voilà, exactement. Et donc le nazisme, l'emploi du mot nazisme, c'est vraiment quelque chose qui a un sens profond et très fort. Et ce n'est pas juste un décorum politique, c'est vraiment quelque chose de très profond. Donc il est l'héritier des deux à la fois, de Saint-Pétersbourg l'européenne et de la Leningrad soviétique. Et il y tient, je dirais, peut-être d'une manière équivalente. Alors maintenant, c'est aussi un Européen plus, moi je dirais que c'est quand même plus un homme d'Europe, c'est un Européen qui a appris l'allemand, qui a vécu pendant 4 ans en RDA. Alors vous allez me dire, la RDA, c'était l'Allemagne de l'Est, mais quand même, c'est l'Europe, le cœur de l'Europe quand même. Dresde, c'est vraiment une ville extraordinaire quand on y va, c'est vraiment le cœur de l'Europe. Et il a vécu là des très belles années, et il est très attaché, il parle très bien la langue allemande, donc il est quand même entré dans l'univers. Et c'est pas seulement quelqu'un qui baragouine 3 mots d'anglais comme nos présidents, etc. Il a vraiment fait l'effort d'apprendre une langue et de vivre dans le pays, de se cultiver dans ce pays. Enfin donc je pense qu'il est profondément attaché à la relation avec l'Europe. Je pense qu'il en a donné beaucoup d'exemples pendant les premières années de sa présidence. Il y a eu cette période Paris, Berlin, Moscou, ça n'a pas duré très longtemps, mais cette période où, rapproché par leur opposition commune à l'intervention américaine en Irak, Chirac, Schröder et Poutine se sont beaucoup rapprochés pendant un temps. Et puis, bon, bien sûr, je pense que sa vision stratégique d'un partenariat russo-européen, c'était effectivement c'était pas très original, c'était la vision dont il avait hérité dans les années 60-70, c'est-à-dire au moment de la détente et de l'Ostpolitik, l'URSS fait quand même le choix de devenir exportateur de matières premières énergétiques, de construire ses gazoducs et ses oléoducs vers l'Europe et de faire de l'Europe le marché privilégié de son exportation énergétique. Et donc, sur cette base, je pense qu'il voyait ce qu'il aurait voulu, c'est certes, mais pas seulement lui, mais beaucoup de membres de l'élite russe, c'est l'approfondissement de ce partenariat et puis une espèce de relation russo-européenne. La Russie fournit les matières premières, l'énergie, et l'Europe, la puissance industrielle allemande, et la technologie, etc., les ressources humaines, etc. C'était ça, sa vision stratégique. Et tout ça, ça s'est écroulé, je dirais, petit à petit, au gré de la réalité. Je pense que le premier moment où il a commencé à percevoir
que ça allait vraiment s'écrouler. Je pense qu'il y a un vrai basculement. Et pour moi, est probablement... alors 2003, l'intervention en Irak, où on a vu la Russie mettre son veto. Bon, c'est vraiment plutôt, je dirais, la révolution orange en Ukraine. Et puis... De toute façon, en 2004-2005. Voilà. Ouais. Et puis surtout, je pense, la décision... américaine de sortir du traité ABM avait déjà abîmé pas mal la relation. Surtout le sommet de Bucarest de l'OTAN en 2008, où on a vu où il a constaté en fait que l'Ukraine et la Géorgie, que les États-Unis appuyaient l'éventuelle entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Et ça, c'était vraiment une ligne rouge qui a été dite à ce moment-là. Et c'est là que ça commence à basculer et que donc commence la lune de miel réellement appuyée avec la Chine. Alors on oublie aujourd'hui dans le feu de la guerre d'Ukraine à quel point la lune de miel était importante entre l'Europe et la Russie au début des années 2000. Vladimir Poutine était vu comme quelqu'un de jeune, de moderne, donc ça tranchait beaucoup par rapport aux dernières années Yeltsin, un homme gravement malade. Très bonne relation avec la France, notamment Jacques Chirac qui lui remet la Légion d'honneur à l'Élysée et qui prend la rosette qui était à sa veste pour lui remettre personnellement. Donc c'était évidemment un geste très fort et à cette époque-là, certains même évoquaient le fait que la Russie puisse entrer dans l'OTAN. Alors on en est très très loin aujourd'hui, mais on voit qu'il y a eu un basculement très important. Oui, alors lorsque Poutine est devenu président en 2000, il avait 48 ans. Donc il avait encore une allure juvénile, c'est quelqu'un qui fait du sport, qui s'entretient et qui est apparu tout de suite en rupture avec évidemment un président vieillissant malade. Aux yeux des Russes, c'était évidemment apparu tout de suite, c'était d'ailleurs un argument, si j'ose dire, de vente de l'homme politique Poutine, qui était élu, il faut le rappeler, quand il a été élu président, il n'avait jamais occupé aucune fonction politique élective, aucune. Il est arrivé pour la première fois élu uniquement président de la Fédération de Russie. Bon. Comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Absolument, comme Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron avait été ministre. Alors, Poutine l'avait été aussi, vous allez me dire. Oui, quelques mois. Très brièvement, voilà. Alors, donc, c'est un homme relativement jeune qui va être pris... Alors, je me souviens, moi aussi, et j'ai beaucoup visionné de films de l'époque pour écrire cette biographie, pour me remettre dans l'ambiance, et notamment des reportages de la télévision russe ou des télévisions russes. Et on voit beaucoup, il y a un aspect qui me frappe beaucoup rétrospectivement, c'est que Vladimir Poutine est en quelque sorte, je pense que ça se passerait pour n'importe quel autre chef d'État, et ça se passe comme ça dans le milieu des chefs d'État, il y a une espèce d'adoubement par les autres chefs d'État. Et au moment où il devient président, Chirac est un président déjà installé, c'est un vieux routier de la politique internationale, il était Premier ministre, etc. Bon, Schröder aussi. Et donc les deux, Chirac-Schröder, vont le prendre un peu en main, je dirais. Il y a un côté un peu paternaliste peut-être vis-à-vis de Poutine, qui ne savait pas faire grand-chose en tant que président, il faut bien le dire. Communication assez difficile, pas mal d'erreurs de communication, notamment très vite en 2001, au moment où le sous-marin Kursk fait naufrage. Il décide, le jour où ce sous-marin fait naufrage, quasiment en direct à la télévision, parce que ça passionnait les Russes et que l'équipage continuait de communiquer par satellite, et qu'ils sont quasiment morts en direct. Tout cet équipage, c'était vraiment une tragédie terrible. L'été 2001, au beau milieu de cette tragédie, Poutine décide de partir en vacances. Bon, ça, c'était une erreur totale et une erreur de communication énorme. Donc, il est un peu pris en main ou adoubé, et puis il arrive en même temps que George Bush. Alors ça, c'est très important, parce que dès que George Bush arrive à la présidence américaine, il va y avoir vraiment je dirais pas une lune de miel, mais ça se passe très très bien entre les deux hommes. Et de plus, il y a quelque chose qui va beaucoup les rapprocher, c'est les attentats du 11 septembre 2001. Poutine va être d'ailleurs le premier chef d'État à se manifester auprès de Bush en disant on peut faire quelque chose, on peut vous aider, on est solidaires, enfin, etc. Et également, il faut voir que ça fait écho aussi aux attentats qui se sont déroulés en Russie, des attentats terroristes qui se sont déroulés en 99, 2000, une vague terrible, et qui ont jalonné en fait toutes ces années de 99-2004. Et donc, donc là, il y a cette idée chez Poutine que Bush et lui sont deux nouveaux présidents à la tête des deux grandes superpuissances, en tout cas militaires, et eux aussi, les États-Unis viennent d'être frappés sur leur sol par un attentat terroriste.
le discours, c'est immédiatement « nous savons ce que c'est hein, ». Nous sommes solidaires, et profondément solidaires, parce que nous savons ce que ça veut dire. Donc il va essayer de, et je dirais même développer une lune de miel avec Bush et avec les États-Unis, qui va être d'assez courte durée, je dirais, hein, mais elle va durer entre 2001 et je dirais 2003. 2003, c'est la fin de la lune de miel avec les Américains. D'abord, il y a l'intervention en Irak. Et puis il y a aussi une affaire qui s'appelle l'affaire Khodorkovsky, donc du nom d'un oligarque, premier magnat de Russie, patron de l'entreprise pétrolière Yukos, qui va faire des affaires de son côté et négocier des contrats avec la Chine et avec les États-Unis, peut-être prévoir des fusions, acquisitions d'une partie de la société Yukos avec ExxonMobil. Donc là, je pense que Poutine est rappelé probablement aussi par le renseignement russe et par tous ceux qui lui disent attention, on ne peut pas laisser ce monsieur bazarder notre pétrole comme ça, il faut reprendre la main. Khodorkovsky est arrêté donc en 2003, donc en octobre 2003, si mon souvenir est exact. Et alors les Américains, là, les milieux d'affaires américains vont très très mal prendre cette arrestation. Et c'est vraiment le début du basculement, je dirais. C'est là où Poutine bascule du jeune chef d'État, un peu maladroit, ancien KGB, on ne sait pas très bien, mais George Bush disait de lui, oui, c'est un ancien du KGB, mais il est très sympathique, très ouvert, etc. Là, tout d'un coup, on n'est pas encore dans Poutlière, hein. Aujourd'hui c'est Poutine égale Hitler, mais ça commence. Hein. On voit un basculement très net avec l'affaire Khodorkovsky. Donc, comme vous l'avez dit, les chefs d'État occidentaux vont travailler avec lui, et particulièrement les Européens, je dirais, hein, parce qu'après, bon, Bush, ça se passe plus ou moins bien jusqu'à la fin du deuxième mandat de George Bush, mais après, avec Obama, il y a des relations très distantes, on peut dire. Hein. Il n'y a plus de bonnes relations avec les présidents américains ensuite. Par contre, les bonnes relations continuent, relativement bonnes avec le président Sarkozy, et relativement bonnes avec Angela Merkel aussi. Il faut attendre vraiment la fin du quinquennat Sarkozy pour la France pour que les relations se distendent, et puis le départ d'Angela Merkel pour que là, on passe dans autre chose. Et alors maintenant, Poutine est quelqu'un qui se présente comme l'ami éternel de Xi Jinping. Voilà. C'est nouveau. Justement, ça c'est extrêmement intéressant. On va vous mettre une carte pour que vous puissiez bien visualiser la frontière entre la Chine et la Russie, parce qu'on évoquait une Russie tournée vers l'Europe, mais il y a aussi la Russie asiatique, Vladivostok notamment, et puis cette frontière de plusieurs milliers de kilomètres. Des relations Chine-Russie qui ont été quand même compliquées au XXe siècle, hein, avec Mao Zedong. Moi qu'on puisse dire que c'était très compliqué. Il y a d'ailleurs eu une guerre entre les deux. Absolument. Sur le fleuve Amour, qui était une vraie guerre. Qui a fait plusieurs centaines de morts, hein, surtout du côté chinois. Oui, et alors ce qui est intéressant dans cette guerre, alors ça me permet de... Je ne parle pas trop de ça dans le livre sur Poutine, ça correspond... C'est l'année 69, hein, mais j'en parle dans le logiciel impérial, pour dire les relations Chine-Russie, c'est une alliance... alors les Américains... Enfin, il y a des chercheurs russes, qui ont qualifié cette alliance de cauchemar de Kissinger, Kissinger's nightmare. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Surtout, provoquer un rapprochement russo-chinois. Et qu'est-ce qu'a fait la diplomatie américaine pendant toutes ces années, on va dire 15 dernières années? Occasionner, favoriser et provoquer ce rapprochement russo-chinois. Donc, cauchemar de Kissinger, ça fait référence à cette période de 69. Pourquoi? Parce que, effectivement, au moment où la tension soviéto-chinoise est à son comble, il y a eu la rupture de 61 entre Mao Tse-tung et Khrouchtchev. Mao Tse-tung accuse les soviétiques de déviationnisme droitier et de plonger donc l'URSS dans une sorte de retour au capitalisme, hein, ni plus ni moins. Donc la rupture est très nette et tous les liens qui existaient entre l'URSS et la Chine populaire sont rompus. Des liens militaires, des liens de coopération militaire, de coopération scientifique et technique, de coopération économique, de coopération logistique. Boum, il y a à peu près 4000 coopérants soviétiques qui rentrent de Chine, qui avaient été envoyés en Chine populaire. Donc c'est la rupture totale.
Et en 69, après la révolution culturelle, on voit un désaccord frontalier qui subsiste depuis très très longtemps, depuis des siècles, sur le fleuve Amour. Et on a on dirait aujourd'hui des échauffourées. Hein, enfin bon, oui, c'était assez intense. C'était des échauffourées quand même avec des morts. Des échauffourées assez forts. Et donc, au point que, qu'est-ce qui se passe en 69? Alors ça, maintenant, les archives américaines déclassifiées le montrent, et ça, c'est très, très intéressant de le voir. Les Chinois téléphonent à Kissinger, enfin Mao Tse-tung, Chou En-lai téléphone à Kissinger, et lui dit, est-ce que vous savez, nous cherchons, on n'a pas l'info, on voudrait savoir si les Soviétiques ont l'intention d'utiliser la bombe atomique contre nous. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe presque en même temps, à quelques jours d'intervalle? C'est Brejnev qui appelle Nixon et qui lui pose la même question. Est-ce que vous pensez que les Chinois vont utiliser l'arme atomique? Les États-Unis, donc ennemis de partenaire, adversaire stratégique numéro 1 de l'Union soviétique, chef du bloc, etc. Donc inimitié, et les États-Unis, ennemis de la Chine populaire également, se retrouvent en situation de devoir donner des infos hyper stratégiques à l'un et l'autre. C'est extraordinaire quand même, ce triangle. Donc ce triangle-là, en fait, il existe depuis cette époque, et c'est un triangle où en général il y a un côté fort et des autres côtés plutôt faibles. Et effectivement, à l'époque, dans les années 70, le pari de Kissinger, ça va être comme vous le savez, hein, d'ailleurs il y a un très bon numéro de Conflit avec un très bon article là-dessus, je m'en souviens, une série d'articles même, avec le développement de la relation américano-chinoise, la visite de Nixon à Pékin, etc. Donc le côté, ça va beaucoup ennuyer les soviétiques. Hein. Et puis maintenant, on est complètement à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où le côté fort du triangle, c'est vraiment la relation Moscou-Pékin. Alors, ce sont des pays frontaliers, mais qui voisinent par le vide. Parce qu'en fait, quand on s'aperçoit, quand on cherche, quand on regarde les cartes et qu'on se dit, tiens, il y a cette frontière de 4000 km sur le fleuve Amour, les Chinois développent la route de la soie, mais ils la développent plutôt vers le Kazakhstan et puis vers l'Asie centrale. Donc c'est l'ex-URSS, mais ce n'est pas la Russie. On regarde la carte du nord de la Chine, de la Mandchourie, du Heilongjiang, et on voit qu'en fait, il n'y a que 2 points de passage terrestres entre ces 2 pays, hein, dont un a été inauguré en 2021, voilà, ou un pont, en fait, avec trafic routier, etc. Quand on regarde les cartes démographiques, on s'aperçoit que les 2 pays voisinent, mais ce sont dans des régions vides, ou très, très peu peuplées. Donc c'est un voisinage paradoxal. Quand on regarde les relations économiques, on voit que la Chine est devenue maintenant le premier partenaire économique et commercial de la Russie, et que la Russie est dépendante de la Chine pour beaucoup de choses, et notamment beaucoup plus de choses qu'avant l'invasion de l'Ukraine. En revanche, la Russie n'est que, si j'ose dire, le 10e partenaire économique commercial de la Chine, et la Chine a développé ses importations d'énergie, de matières premières, etc. Mais on a une complémentarité, assurément, un partenariat, mais la relation politique, elle est quand même extrêmement asymétrique. Hein, quand on la regarde. Enfin, il y a une asymétrie russo-chinoise dont les Russes sont parfaitement conscients, que les Chinois savent, mais qui est renforcée, on va dire, par leur inimitié commune, ou disons leur adversité commune face à ce que les Russes appellent l'Occident collectif. Et justement, vous parlez de cette asymétrie, est-ce que ça veut dire que la Chine n'est pas en train d'imposer sa force, son ordre du monde à la Russie finalement? Est-ce que la Russie ne passe pas sous une domination chinoise? Alors, domination chinoise, c'est beaucoup dire, parce qu'il y a une coopération militaire, mais domination chinoise, non, mais dépendance à l'égard de la Chine, oui. Et dépendance vraiment accrue. En même temps, le marché russe est inondé de voitures chinoises, par exemple. Depuis 2022, ça y est, les Chinois prennent la place des Occidentaux dans le domaine de l'automobile, mais dans plein d'autres domaines. Dans les domaines de fourniture de pièces détachées, de matières premières bien sûr, mais aussi dans le domaine industriel. On voit les Chinois arriver en Russie de manière très forte. La dépendance s'accroît. De là à dire que sous domination chinoise, on n'en est pas encore là, mais il y a cette crainte en Russie. Oui, il y a cette crainte en Russie. Ce qui me fait dire que le successeur de Poutine
je pense que on cherchera peut-être quelqu'un, alors je dirais pas quelqu'un d'asiatique, mais quelqu'un qui a un tropisme un peu culturel asiatique, c'est-à-dire ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher des gens, alors soit venus de l'est du pays, soit ayant occupé des fonctions en Chine, soit parlant un peu chinois. Je pense qu'il y a cette, ce basculement vers l'Est, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que ce basculement vers l'Est soit définitif. Je pense que côté russe, il y a une volonté de reprendre des relations avec l'Occident dès que ce sera possible. Ça, j'en suis persuadé. Et Poutine incarne plutôt l'Occident que l'Occident. Donc, le Poutine qui restera dans l'histoire, enfin, on ne sait pas, hein, mais qui reste pour l'instant dans l'histoire, c'est l'homme, c'est l'Européen, et pas celui qui va précipiter la relation d'alliance avec la Chine davantage. Justement, si on poursuit cette réflexion sur la Russie asiatique, quand on habite dans la Fédération de Russie, mais qu'on n'est pas un russe ethnique, je ne sais pas si c'est d'ailleurs l'expression qu'on emploie en Russie, mais quand on vit dans le Caucase, quand on vient de Sibérie, comment on se considère? Est-ce qu'on se considère d'abord comme un Tchétchène, un Sibérien, ou est-ce qu'on se pense aussi comme un Russe? Alors, Tchétchène et Sibérien, c'est deux choses différentes. Les Tchétchènes, c'est vraiment une identité ethnique et j'allais dire nationale distincte, propre, il y a une langue, etc. Bon, et il y a aussi une différence religieuse, hein. Les Tchétchènes sont musulmans. Bon, donc Tchétchène, on est Tchétchène. Alors, on peut être à la fois Tchétchène et citoyen de la Fédération de Russie. On peut être à la fois très Tchétchène et très attaché au patriotisme russe, c'est tout à fait possible. Il y a des exemples, il n'y a pas seulement le président Ramzan Kadyrov, il y en a d'autres, mais on n'est pas russe. En russe, on a deux adjectifs pour dire russe. Il y a russe au sens ethnique, on dit ruski, et russe au sens, citoyen de l'État russe, on dit rossianin. Bon. Alors, donc, on peut être à la fois russe de passeport et tchétchène de nationalité. Sibérien, là, c'est une identité plutôt régionale. Elles sont marquées, ces identités régionales, mais la plupart des Sibériens sont russes. Alors, il y a comme ça, comme vous dites, tout un tas de personnes en Russie qui ne sont pas russes ethniques, qui ne sont pas ni-russki, comme on l'appelle, ils ne sont pas des Russes. Alors, on trouve des gens qui sont originaires de territoires qui sont dans la Fédération de Russie. Donc la première minorité, c'est les Tatars, Tchétchènes, Chouvaches, Ingouches, Komis, etc. Et puis, on trouve aussi maintenant beaucoup d'immigrés venus des anciennes républiques soviétiques. Et on trouve de plus en plus d'immigrés ouzbeks, tadjiks, etc., qui viennent de l'ex-URSS. Mais ils ne sont pas russes du tout, et ils sont moins russes, si j'ose dire, enfin ils sont moins soviétiques que la génération précédente. Souvent ils ne parlent pas très bien russe, etc., mais ils viennent beaucoup, ils quittent beaucoup leur pays pour des raisons économiques, et viennent essayer de s'installer dans les grandes villes russes. Alors comment est-ce qu'on se sent alors on se sent... Alors il faudrait demander, c'est vrai que... Alors c'est pas du tout la même chose d'appartenir à une minorité ethnique qui a un statut sur le territoire de la Fédération de Russie, tchétchène, tatar, etc., et puis être un émigré dans une grande ville. Hein, ça n'a pas du tout la même... alors c'est très particulier parce que la Russie est un pays post-impérial, hein, c'est ça que je veux souligner. Post-impérial, ça veut dire encore très impérial, à vrai dire. Hein. C'est-à-dire beaucoup de traits impériaux. Et un des traits impériaux d'un État impérial, c'est d'intégrer plusieurs nationalités, plusieurs ethnies à l'intérieur de l'ensemble, un ensemble qui est quand même qui se coagule autour de l'élément russe fondateur. Voilà. La Constitution dit le peuple, en fait, mentionne l'existence du peuple russe au sens ethnique comme étant le peuple autour duquel s'est formé l'État. Bon. Donc c'est le peuple formateur de l'État, le peuple. C'est un terme russe difficile à traduire. Est-ce qu'on se sent une minorité? Est-ce qu'on se sent mis à l'écart? Est-ce qu'on se sent Alors, on se sent probablement appartenir à une société un peu différente. Vous avez cité les Tchétchènes, là c'est très clair. La Tchétchénie, le Daghestan, les républiques du Caucase du Nord, un certain nombre de républiques en Sibérie, Touva, Bouriatie, ont été qualifiées par une sociologue, collègue et géographe et sociologue qui s'appelle Natalia Zubarevich, d'étrangers de l'intérieur. Voilà, c'est une très bonne expression qui montre qu'il existe sur le territoire de la Fédération de Russie des véritables zones qui sont
à l'intérieur de la Fédération de Russie, mais dans lequel on est dans un étranger. On n'est plus tout à fait comme dans le reste de la Russie. On est dans pas comme une exclave, mais une région différente. Et notamment en Russie, on a beaucoup de populations musulmanes, à Moscou d'ailleurs, ils sont assez nombreux. Comment ça se passe également évidemment, en France, on a la vision avec la question, nous, musulmanes, de l'islam, mais est-ce qu'il y a également des questions d'islamisme, des questions d'indépendantisme ou de califat islamique? Alors, il y a eu des entreprises terroristes et même la création d'un État qui s'appelait l'État, l'Émirat du Caucase, hein, qui a été démantelé dans les années 2010 et qui a été longtemps existé sur la toile d'ailleurs, qui était une espèce de création à la fois virtuelle et de gens qui étaient dans le Caucase quelque part, mais peu identifiés, et qui ont maintenu. Bon, c'était des organisations qui étaient liées aux organisations de combattants tchétchènes qui avaient combattu sur d'autres terrains. Voilà, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, etc. Il y a toute une nébuleuse comme ça. Bon. Alors ça ne rend pas compte, si vous voulez, de la réalité de l'islam de Russie. Hein. Bon, l'islam de Russie, c'est une religion qui a été institutionnalisée en 1783 par Catherine II. C'est Catherine II qui a créé pour faire en sorte avoir un interlocuteur institutionnelle avec les musulmans, qui représentaient quand même déjà une très forte minorité dans l'Empire de Russie. Elle a créé la direction spirituelle des musulmans de Russie. Les orthodoxes, l'Église orthodoxe a un patriarche. L'islam, comme vous le savez, n'a pas de clergé. Bon, la plupart des musulmans sur le territoire de la Fédération de Russie et disons d'une manière générale dans l'ex-URSS sont sunnites. Il y a quelques chiites, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc on va créer, nous, une sorte de clergé musulman. Ça va s'appeler la direction spirituelle des musulmans de Russie. Et on va placer à la tête, on va nommer un grand moufti. Voilà. Donc il y a un grand moufti de la Fédération de Russie qui a été nommé par le président. Enfin plus ou moins. Oui. D'accord. Plus ou moins exactement. Alors cette institution continue d'exister. Il y a un grand moufti. Et c'est ce grand moufti qui fait figure officielle représentant l'islam. Lorsque dans les années 2000, il me semble que c'est le début des années 2010, Moscou a inauguré une nouvelle grande mosquée qui est la deuxième plus grande mosquée d'Europe. Enfin, il y a trois grandes mosquées, immenses mosquées en Europe, enfin disons à la lisière de l'Europe, Moscou, Grozny, en Tchétchénie, Istanbul. Voilà. Et donc chacune, donc la grande mosquée, Souleyman Pacha à Istanbul, est considérée comme une des plus grandes. Grozny se dit plus grande que celle d'Istanbul, et celle de Moscou est à peu près de la même taille. Donc c'est une énorme mosquée qui se trouve près du centre, pas loin pas tout à fait dans le centre, mais pas du tout en périphérie non plus, qui a été inaugurée en grande pompe par Vladimir Poutine, le grand moufti, qui avait invité les présidents des républiques où l'islam est majoritaire, et qui avait occasionné une immense prière de rue, qui avait été très très photographiée à l'époque, où on avait autorisé les fidèles, avant l'inauguration de la mosquée, à faire une grande prière de rue dans toutes les avenues. Donc on avait montré des photos. Moscou était en train de se convertir à l'islam. Alors cette présence musulmane, comment est-ce qu'elle est accueillie? Diversement, il y a des gens à qui ça ne plaît pas du tout, etc. Du point de vue du pouvoir et du point de vue de Poutine, il y a véritablement un discours extrêmement net sur la question et qui a toujours été intangible, qui est un discours tout à fait post-impérial. La Russie est aussi musulmane. Voilà, elle a une dimension musulmane. Il y a à peu près, je dirais, entre 15 et 20% de la population, enfin, plutôt 15, je dirais. Ces musulmans sont soit venus des minorités qui sont historiquement en Russie, ou sur le territoire de la Russie, soit des immigrés venus d'Asie centrale, etc. Et ils ont toute leur place, et la religion musulmane a toute sa place, et nous avons des interlocuteurs officiels. Ça fait partie des 4 religions officielles en Russie, l'orthodoxie, donc le judaïsme, le bouddhisme et l'islam, qui ont des représentants, où l'État dialogue. Voilà. Donc là-dessus, c'est absolument clair, la doctrine officielle est absolument claire, elle est absolument posée. Ensuite, l'islam en tant que tel, il y a des problèmes d'islamisme, ça c'est clair,
des problèmes, mais il y a aussi du radicalisme musulman, mais ce qu'on a vu dans les mouvements terroristes, je ne suis pas un spécialiste des mouvements terroristes en Russie, mais ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a une dimension musulmane, mais que la flamme de la cause de ces combattants, c'est quand même le territoire, c'est quand même la Tchétchénie, le Daghestan, l'indépendantisme éventuellement, et puis la volonté de lutter contre la Russie comme puissance coloniale. Voilà. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à un article de Daniel Dory sur les mouvements terroristes, notamment liés à l'islam dans le Caucase, qui a cartographié tout ça. C'est extrêmement intéressant pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a un élément, quand je regarde Vladimir Poutine, qui m'a toujours marqué, notamment par rapport aux dirigeants européens, c'est qu'on ne le voit jamais avec ses enfants ou avec son épouse. On voit les présidents américains, alors tous démocrates républicains, les dirigeants français, européens, et lui non, c'est... Gorbatchev mettait son épouse en avant. Brejnev, j'ai pas souvenir que... Pas du tout. C'est quoi, on montre pas la famille quand on a un dirigeant russe ou soviétique? Alors, je ne sais pas. Alors, il y a la tradition de ne pas trop montrer. Alors, les empereurs, d'abord, il faut quand même rappeler, si on va un peu plus loin dans le temps, la tradition, c'était d'enfermer les empereurs et d'enfermer la famille des empereurs. Hein, vous voyez, de ne pas se montrer, etc. Bon, les empereurs ont commencé à se montrer en public avec Pierre le Grand. Bon, même Alexis Mikhailovitch a commencé, Pierre le Grand. Nicolas II était très famille. On avait une famille impériale qui était très exposée avec les enfants, l'impératrice. Bon. Après la période soviétique, la situation matrimoniale des leaders bolcheviques n'était pas très claire. On ne sait pas très bien s'ils étaient mariés, s'ils avaient des concubines. Bon, bref. Staline, bon, c'est une histoire à part. Les épouses Khrouchtchev, Brejnev étaient relativement discrètes. Elles le voulaient. Et il y avait cette idée que cette éthique, on va dire, du communisme qui consistait à ne pas faire jouer Jackie Kennedy. Et puis effectivement, Gorbatchev a décidé de sortir la carte Raïssa pour séduire l'Occident, hein, je pense. Mais en plus, il avait raison de le faire parce qu'elle était tout à fait séduisante et tout à fait intéressante et elle s'est très bien prêtée au jeu, elle a très bien joué son rôle. Madame Yeltsin a été une sorte d'entre-deux, on va dire. Et puis Poutine est arrivé au pouvoir et Madame Poutine, alors dans le livre j'ai divisé en 3 parties, une partie Poutine avant son accession au pouvoir, Poutine au Kremlin, et puis les mythes et légendes autour de Poutine. Et dans ces mythes et légendes, il y a beaucoup de mythes et légendes autour de sa famille. Alors la famille, qu'est-ce qu'on sait? Il a été marié à Lyudmila, il a divorcé en 2013. Ce qu'on sait moins, c'est que Lyudmila s'est remariée ensuite, mais ça, ce remariage a été complètement, n'a pas été très publicisé. Et elle est remariée, elle vit en Russie, elle n'apparaît plus du tout publiquement. Du tout. Elle vit, elle est présente. Elle n'a pas disparu complètement de toute activité, mais ses activités ne sont plus du tout rendues publiques. Voilà. Donc elle vit une vie, à mon avis, à sa demande. Alors, ce qui est plus intéressant et déjà plus symptomatique du personnage Poutine, c'est la relation avec ses 2 filles. Bon. Les 2 filles, on va dire, officiellement reconnues, parce qu'il y a aussi toute une mythologie sur une famille d'enfants non reconnus qui existeraient quelque part, qu'il aurait eu avec la gymnaste Alina Kabaeva. Bon, ça, c'est invérifiable, mais bon, il y a une mythologie durable, qui dure, comment dire, pas durable, mais qui perdure. Qui perdure et bon. Alors, les 2 filles qui sont nées, l'une en URSS juste avant de quitter Leningrad pour l'Allemagne et l'autre en Allemagne de l'Est. Donc, elles sont nées d'un père agent de renseignement, colonel du KGB. Elles ont vécu toute leur vie dans des conditions extrêmement particulières parce que à Leningrad, à Saint-Pétersbourg des années 90, elles ont grandi plus ou moins normalement, mais quand même dans des conditions très sécurisées, on va dire ça comme ça. Mais elles ont grandi en Allemagne de l'Est dans une résidence sécurisée de la Stasi, avec des gens du KGB. C'est charmant comme pour passer son enfance. Très sympa, voilà. Trié sur le volet. Ouais. Ensuite, on les connaît, mais elles vivent sous pseudonyme, depuis toujours. Voilà. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'elles ne portent pas le nom de Poutine, elles portent 2 noms différents d'ailleurs, et qu'elles sont identifiées comme les filles de Poutine, mais que personne jamais ne leur demande, ne leur dit.
Alors ça donne cette situation extrêmement paradoxale où l'une d'elles a pris la tête d'une espèce de think tank sur l'intelligence artificielle à l'université de Moscou. Donc c'est une scientifique, etc. Toutes les deux sont des scientifiques. D'ailleurs, l'une médecin et l'autre scientifique, mathématique, etc. Brillantes. Elles ont fait leurs études en Russie. Donc il était absolument hors de question pour Poutine de les laisser aller s'esbobir à l'étranger, comme beaucoup d'enfants de la haute société russe, pourtant en faire leurs études aux États-Unis ou en Angleterre. Elle, pas question. Et donc cette Katerina Tikhonova, elle apparaît comme étant ce qu'elle est, et tout le monde sait que c'est la fille de Poutine, mais personne ne va jamais, dans une interview, lui en parler. Vladimir Poutine a organisé une maîtrise totale de la communication sur sa vie privée et sur son quotidien. Alors, évidemment, c'est une petite partie de sa vie, parce qu'une grande partie de sa vie, il la passe à travailler. Et dans des déplacements, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que c'est un président qui se déplace énormément. Si on regarde sur le site de la présidence russe, les déplacements à l'intérieur du pays et à l'extérieur, alors à l'extérieur c'est un peu limité maintenant depuis 2022 avec les charges qui pèsent contre lui pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pardon, mais il se déplace un nombre considérable de fois, et quand on se déplace en Russie, c'est pas des petits déplacements, la Russie est grande, oui. La Russie est grande, et il n'hésite pas à se déplacer, faire des grands voyages, etc. Et ça, c'est une des caractéristiques de sa présidence. Mais sinon, en dehors de ses activités officielles, sur les activités strictement privées, la communication est très maîtrisée. Donc on sait qu'il aime les chiens et les chats, et les animaux, les montres, le sport, la natation, le judo. Ça fait partie de l'image de marque. C'est un judoka. Il fait du ski. Tout ce qui peut être montré alors, dans des activités physiques est montré. Depuis quelque temps, on le montre moins dans des activités physiques. Il a maintenant 72 ans. Et donc, effectivement, ça limite, à mon avis, même un grand sportif à 72 ans fait moins qu'à 48. Oui. Hein. Dernière question, Jean-Robert Ravio. Alors c'est passionnant, mais bon, l'heure tourne. Je voulais terminer sur la question de la foi et du rapport à l'orthodoxie. C'est un homme qui a été élevé dans l'athéisme de l'Union soviétique, et pourtant il a restauré, enfin il a une relation quand même très particulière avec le patriarche de Moscou. Alors certains disent que c'est une manipulation de l'orthodoxie, d'autres vont dire que c'est un retour à la présence de l'orthodoxie en Russie. Qu'en est-il exactement, si on a des éléments sur son rapport à l'Église orthodoxe et à la foi? Alors il y a beaucoup d'indices, d'éléments. Alors de là à savoir exactement ce qui est déterminant, je ne peux pas vous dire. D'abord le contexte, le retour à la foi. Ce discours sur le retour à la foi des Russes, etc., s'opère dans un contexte où on a un retour institutionnel et de l'Église orthodoxe comme puissance politique et financière. Ça, il faut quand même dire les choses. Je ne veux pas faire du matérialisme marxiste de base, mais il faut quand même le dire. La puissance de l'Église orthodoxe russe a été largement restaurée dans les années 90, 2000, 2010, 2020. On le voit. Et donc, c'est accompagné progressivement d'un retour à la foi, en tout cas d'une proclamation de retour à la foi des dirigeants en général. Dirigeants économiques, dirigeants politiques. Donc il est rare qu'un gouverneur ou qu'un maire de ville n'aille se montrer le jour de Pâques avec un cierge à la main dans les églises, etc. Ça fait partie maintenant, je dirais, des attributs qu'on attend d'un dirigeant quand il est orthodoxe, en général ils le sont, de respecter les rituels. Alors ensuite, il y a la question de la foi. Alors Poutine, dans ce sens-là, est totalement lambda, si j'ose dire. Il n'est pas plus ou moins orthodoxe que les autres. Par contre, là où il y a une dimension plus forte, c'est que lorsqu'il développe un certain nombre d'idées, tout un pan de sa rhétorique à partir de 2010, 2011, 2012, puis ça prend corps après, et ça devient plus fort, et ça s'incarne dans des réformes législatives, dans des textes, par exemple en 2020, parmi les amendements constitutionnels, on a introduit l'idée que
le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme dans la Constitution. Hein. Donc bon, ça faisait partie d'un programme conservateur qui avait été annoncé comme conservateur et chrétien par Poutine. Alors c'est pas spécialement pour Poutine. Donc il y a toute une dimension politique. Donc ce qui veut dire que l'orthodoxie a un poids politique, et que ce poids politique, il est amené aussi par la relation que Poutine peut avoir avec l'orthodoxie. Donc c'est une relation aussi politique. Voilà. Après, donc ça, elle est avérée, claire. Donc il y a une volonté de faire en sorte que les religions, alors pas seulement l'orthodoxie, mais les religions en général, soient, comment dire, respectées. Et que la Russie est un pays conservateur où les religions, où les valeurs religieuses sont respectées, contrairement à l'Occident, donc décadent, etc. Alors là, le discours anti-occidental, conservateur anti-occidental est très fort et a pris beaucoup d'ampleur. Mais ça, c'est encore une relation politique à la religion. Il y a la troisième relation, c'est la relation personnelle, et donc là, il y a toutes ces informations qui circulent autour de la proximité que Poutine entretiendrait avec un confesseur privé, qui est un monsieur qui s'appelle Shevkunov, qui est un métropolite et qui a grandi dans le, dont la promotion a été constante dans les années 2010-2020, et dont qui serait le confesseur privé de Poutine et qui se déplacerait avec lui, c'est-à-dire que quand Poutine se déplace, son aumônier en fait. Son aumônier se déplace avec lui. Alors là-dessus, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la communication des actes privés est beaucoup plus maîtrisée. C'est difficile de savoir si c'est vrai ou pas. Bon, parce qu'évidemment, par exemple, on ne publie pas la liste des personnes qui se déplacent avec Poutine. Ça, on ne trouve pas. Hein. Bon, on ne trouve pas, et même dans la presse, on n'en parle pas. Donc si ce monsieur se déplace avec lui, bon, personne ne va le dire. Mais quand même, beaucoup de gens disent que cette relation est très forte et que donc ça irait dans le sens de la thèse d'un Poutine très croyant et il étant devenu de plus en plus avec les années. Voilà. Mais c'est une hypothèse. Il n'y a pas, rien ne l'étaye vraiment de manière certaine. C'est une hypothèse assez probable, à mon sens, mais qui n'est pas très clairement étayée. Je le dis d'ailleurs dans ce livre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette relation à la religion, c'est pas seulement Poutine. Je dirais, c'est un trait de l'histoire politique russe des dernières années. Merci beaucoup Jean Berario, c'était passionnant pour comprendre. J'ai pas tellement parlé de Poutine finalement, mais bon. Non, mais en fait, quand on prend une personne, on parle forcément de son pays et puis de son environnement. Et puis ça renvoie comme ça nos auditeurs à votre ouvrage Vladimir Poutine et la Russie. Donc les références sont à retrouver sur le site de Conflit, puis en bas de la vidéo. Vous savez que Conflit ne vit que par ses lecteurs, que par ses abonnés et ses ventes en kiosque. Donc abonnez-vous à nos vidéos, achetez également Conflit en kiosque. Notre numéro actuellement en kiosque est consacré à la géopolitique des montagnes. Et puis transmettez également ces vidéos, ces émissions à votre entourage. C'est la meilleure manière de nous soutenir. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt. Merci beaucoup.